Bienvenue sur ce webinaire HubSpot pour le SaaS. On va attendre 1 ou 2 minutes que tout le monde se connecte et après, on pourra démarrer. Avant qu'on démarre, sachez que vous avez aussi un chat si vous avez des questions pendant le webinaire. Donc n'hésitez pas à nous écrire, on y répondra dès qu'on peut. Et si on n'a pas le temps, on y répondra à la fin. On commence à avoir un peu de monde, Sarah. Je pense qu'on peut commencer. Yes. Donc du coup, bonjour et bienvenue à tous et toutes sur ce webinaire HubSpot pour les SaaS, accélérer votre croissance et améliorer l'expérience client. Donc aujourd'hui, on va parler environnement SaaS, on va parler HubSpot et essayer de vous donner quelques clés, quelques tips pour justement booster votre croissance grâce à ce bel outil qui est HubSpot. Donc aujourd'hui, on est Sarah et moi-même, donc vous avez le droit à 2 Sarah sur ce webinaire. Je suis Sarah Delorme, je suis consultante Revenue Operation, Marketing, Sales et Service Ops chez Markentive. Ça fait presque 3 ans que je travaille chez Markentive et j'accompagne mes clients sur des problématiques marketing, sales et customer service, des clients de toute taille et de tout secteur. Et mon travail au quotidien, ça va être de les aider à structurer, optimiser leur process et de leur donner les bons outils pour gagner en performance et en efficacité, notamment HubSpot. Et donc, du coup, je suis accompagnée de Sarah. Si tu veux dire un petit mot avant qu'on démarre le webinaire. Merci Sarah. Tout pareil, je m'appelle aussi Sarah, sans H, consultante RevOps senior chez Markentive. Tout comme Sarah, donc j'accompagne mes clients sur des problématiques marketing, sales et services tout secteur confondu. Juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, dans le webinaire, est-ce que tout le monde nous entend et nous voit bien? Parfait. Merci. Nickel. Donc, du coup, avant qu'on parle de HubSpot plus en détail, on va juste vous faire une rapide introduction de Markentive. De Markentive, on est un cabinet de conseil et intégrateur de solutions CRM. Donc, on existe depuis un peu plus de 10 ans maintenant. On est une 50aine de personnes avec environ 40 consultants répartis dans 2 business units. La business unit Growth, qui est une business unit qui va accompagner les clients sur des stratégies d'acquisition, d'activation et de rétention. Et la business unit, RevOps, dont je fais partie avec Sarah. On a aussi un pôle tech chez Markentive avec des développeurs front et back. Nos développeurs front vont développer donc des sites internet sur le CMS HubSpot et nos développeurs back vont intervenir plus sur des projets API où là, en fait, on va aller synchroniser des outils tierces avec HubSpot notamment et développer des connecteurs en ce sens. On a accompagné un peu plus de 500 clients. On est présent partout en France, comme vous pouvez voir sur la petite carte. Donc, on a pas mal de consultants répartis aux 4 coins de la France et on accompagne aussi des clients à l'international. On est certifié ISO 27001, qui est une certification relative à tout ce qui est la sécurité des données chez nos clients. Et on est aussi certifié Calliope parce qu'on est un organisme de formation, donc on dispense des formations, notamment sur HubSpot et tout ce qui est marketing. Donc, si vous avez besoin de formation, n'hésitez pas à nous contacter. Comme je vous le disais, on a accompagné plus de 500 clients en France et à l'international. On a effectué plus de 250 déploiements d'outils CRM intégrés à d'autres outils type marketing automation et service client. Ces projets-là, souvent, impliquent de la migration de données, des synchronisations CRM avec d'autres outils. On va travailler sur tout ce qui est structuration de la donnée, l'automatisation des process et des tâches à faible valeur ajoutée. L'objectif étant derrière pour notamment des projets services d'aller favoriser la rétention client et de sécuriser le ROI des équipes pour in fine aussi sécuriser l'adoption de l'outil.
On est partenaire HubSpot depuis 2013, donc depuis la création de Markentive. On est partenaire Elite et le partenaire numéro 1 en France. Et puis, on défend pas mal notre place aussi dans le reste du monde. Et on est assez reconnu dans l'écosystème HubSpot et pour cette typologie de projet-là. Et nos clients nous le rendent bien. Donc voilà pour la petite présentation de Markentive. Maintenant, je vous propose qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet de ce webinaire. Donc avant de rentrer vraiment dans les fonctionnalités HubSpot, on va juste faire un petit rappel et reposer le contexte au niveau des défis actuels que les entreprises auxquels les entreprises SaaS font face. Et puis après, on rentrera plus en détail sur les fonctionnalités HubSpot. Donc quelles sont les fonctionnalités qu'on peut mettre à profit pour convertir efficacement ces leads, pour optimiser l'onboarding dans le secteur du SaaS, réduire le churn et renforcer l'engagement. Et à la fin, on parlera aussi de tout ce qui est pilotage de la performance et des bons KPI à suivre pour justement adapter la stratégie en fonction des retours qu'on a. Donc, au niveau des défis actuels des entreprises SaaS, donc on va avoir différents défis et notamment des défis portés sur la croissance. Donc aujourd'hui, on se rend compte que le secteur SaaS est un marché qui est ultra concurrentiel et en constante évolution, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'acteurs sur le marché, beaucoup de produits, beaucoup de services qui sont à disposition des leads et des clients. Donc le défi, ça va être vraiment de se différencier avec un positionnement qui est clair et une proposition de valeur qui est forte, de prouver aux prospects, de prouver aux clients que notre produit est meilleur que notre voisin ou que notre concurrent. Et ça va aussi passer par l'adoption d'une approche qui est data-driven. Donc, on va vraiment faire attention à la donnée qu'on collecte pour pouvoir bien l'utiliser et pour s'adapter rapidement aux tendances et aux comportements d'achat. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, que ce soit dans le B2C comme dans le B2B, les comportements d'achat évoluent rapidement avec toutes les technologies à disposition et tous les moyens de communication à disposition. Donc, l'idée, c'est vraiment de profiter de la donnée qu'on a en base pour justement s'adapter en fonction du client ou du prospect. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième défi aussi au niveau de la croissance, ça va être l'activation et la conversion des leads en clients. Dans le SaaS B2B, on est sur des cycles d'achat qui sont assez longs, assez complexes et il faut rapidement montrer la valeur du produit qu'on propose. Donc, ça va passer potentiellement par des démos, par des essais gratuits, par des licences premium, etc. Donc, on se rend compte que c'est un des défis majeurs sur le SaaS. Et ça va aussi être lié à tout ce qui est alignement marketing et sales, étant donné qu'on a des cycles d'achat qui sont assez longs, qui sont assez complexes. L'alignement marketing et sales va être crucial pour justement travailler en synergie et avoir une conversion qui est efficace et qui est plus rapide. Donc, on va demander aux forces marketing d'aller appuyer les sales, de fournir le bon contenu au bon moment, de mettre en place des stratégies ciblées et efficaces pour justement réduire le coût d'acquisition et optimiser le taux de conversion. Donc ça va être les deux grands défis sur la partie croissance, mais on va avoir aussi des défis concernant l'expérience client. Donc dans le SaaS, on a toute la phase d'avant-vente et une fois qu'on conclut la vente, la transaction, on va souvent passer sur une phase d'onboarding et d'adoption derrière. Les onboarding, on va avoir pas mal de défis par rapport à ça, étant donné qu'il va falloir personnaliser ces parcours d'onboarding pour justement sécuriser l'expérience client. Le client, il a besoin de ressentir que l'onboarding, vous êtes là pour lui, qu'il est personnalisé en fonction du produit qu'il a acheté, en fonction de son comportement, en fonction de qui il est. Et donc, du coup, ça va être un des défis. Et derrière, une fois que l'onboarding est réalisé, on va avoir aussi le sujet du suivi de l'adoption. Donc, une fois qu'on a pris en main, que l'utilisateur a pris en main la solution, le logiciel, pouvoir identifier rapidement quels sont les signaux de désengagement et pouvoir mener des actions correctives en fonction. C'est pour ça que d'un point de vue rétention et fidélisation des clients, on va recommander de mettre en place une culture du feedback pour justement récolter les avis des utilisateurs afin de minimiser le churn et de détecter les signaux de désengagement. Et c'est là aussi que toute la partie customer support va être cruciale, justement parce qu'on va avoir des équipes qui vont accompagner les clients, répondre à leurs questions, débloquer leurs problèmes. Et donc, du coup, avoir des équipes customer support qui ont les bons outils et qui peuvent répondre rapidement à leurs clients, ça va être aussi capital. Donc voilà, grosso modo, dans le contexte des entreprises SaaS, quels vont être les grands défis qu'on va avoir.
Et maintenant, je vous propose qu'on creuse un petit peu plus concernant les fonctionnalités HubSpot et comment HubSpot peut vous aider à répondre à ces défis, à surmonter ces défis. Donc, pour la partie plus avant-vente, avant tout ce qui est onboarding, adoption, on va vouloir aller convertir les leads de manière plus efficace. Et c'est vrai que pour les organismes dans le B2B SaaS, la conversion de ces leads en clients avec HubSpot, elle va nécessiter une approche qui va être plus ciblée, étant donné qu'on va avoir un cycle de vente qui est souvent plus long et qui implique plusieurs décideurs. Donc, HubSpot va pouvoir intervenir sur la partie base de données qualifiée et activable. L'idée, ça va être de structurer et de fiabiliser les données du CRM pour justement aligner les équipes autour d'une base de données centralisée. Parce que dans un CRM, on peut avoir différentes équipes qui se partagent une base de données, les équipes marketing, les équipes sales, les équipes customer service. Donc, du coup, il va falloir les aligner autour de cette base de données et d'avoir une base de données qu'ils vont pouvoir activer à des fins soit marketing, soit commercial, soit service client. Donc, au sein d'HubSpot, pour avoir cette base de données qualifiée et activable, on va avoir différents outils qui vont être assez intéressants. Le premier peut paraître un peu évident, mais ça va être les formulaires et les pop-up. C'est important dans HubSpot d'avoir une stratégie de formulaire qui est bien structurée. Donc, on va décider d'aller collecter de la donnée spécifique pour pouvoir derrière l'activer avec des logiques conditionnelles, avec des champs cachés et progressifs pour justement récolter cette donnée afin d'avoir une expérience utilisateur sur ces formulaires qui est préservée, mais aussi de pouvoir récolter la bonne donnée au bon moment pour pouvoir la mettre à disposition des équipes. Donc, vraiment important de bien structurer sa stratégie de formulaire dans HubSpot. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va pouvoir utiliser tout ce qui est les listes dynamiques pour une segmentation plus fine et plus ciblée dans vos campagnes. Donc, une fois que vous avez collecté la bonne donnée via vos formulaires, vous allez pouvoir l'utiliser pour la segmenter, pour faire des listes, pour envoyer des communications, déclencher des automatisations, etc. Troisième outil que vous allez pouvoir utiliser dans HubSpot, ça va être le lead scoring. Le lead scoring, c'est complètement refait une beauté fin 2024, début 2025 dans HubSpot. Avant, on était sur un outil sous forme de propriété. Aujourd'hui, on est vraiment sur un outil complet qui a été totalement repensé et retravaillé par les product managers chez HubSpot, pardon. Et donc, on va pouvoir utiliser ce lead scoring justement pour identifier les prospects qui sont plus ou moins engagés et à travailler par les équipes commerciales. Donc là, vous le voyez à l'écran, on va avoir par exemple des scorings d'ICP Fit, donc qui sont basés sur des données démographiques. Donc on va pouvoir dire, OK, ce client il rentre plus ou moins dans ma cible, il est plus ou moins intéressant. On peut avoir aussi des scorings d'engagement qui sont basés sur le comportement de l'utilisateur. Est-ce qu'il se rend sur mon site web? Quelle page il visite? Quel formulaire il complète? Quelle publicité il a vue, etc. Donc, on va vraiment pouvoir utiliser le scoring pour adapter les efforts marketing et commerciaux et pour pouvoir les prioriser. Quatrième outil qu'on va pouvoir utiliser dans HubSpot pour avoir une base de données qualifiée et activable, ça va être les outils d'enrichissement de données automatiques. Donc, HubSpot a son propre outil d'enrichissement de données automatique qui va être Breeze Intelligence, qui est une brique à part en add-on sur HubSpot, mais qui va pouvoir aller collecter de la donnée en automatique et la compléter dans HubSpot, notamment sur les contacts et sur les entreprises. Donc, il y a cette première option. Et il y a aussi d'autres outils tiers qu'on va pouvoir aller connecter à HubSpot et qui vont pouvoir aller alimenter cette donnée sur vos contacts et sur vos entreprises de manière automatique. Typiquement, on va avoir des drop contacts, des outils comme ça qui se connectent nativement à HubSpot et qui vont aller compléter de la donnée. Et enfin, dernier outil qui est intéressant aussi pour avoir une base de données qualifiée, ça va être l'outil d'automatisation, les outils de workflow. Donc, vous allez pouvoir mettre en place du nurturing basé typiquement sur le comportement avec des scénarios de nurturing pour tout ce qui est réactivation de prospects suite à un essai gratuit, par exemple. Donc, l'essai gratuit a été terminé. On n'a pas encore conclu la vente, mais on va pouvoir aller relancer et rentrer ce prospect dans un scénario pour que justement il avance dans le funnel de vente. Donc ça, c'est la première chose sur la partie sales et la structuration de la base de données. Deuxième application de l'outil d'HubSpot, ça va être la structuration des processus de vente. Donc là, on va vouloir aller optimiser le cycle de vente. Comme on disait, dans le SaaS B2B, on est sur des cycles d'achat qui sont assez longs, qui sont assez complexes, avec beaucoup de décideurs. Donc, on va aller vouloir structurer le processus de vente avec HubSpot pour optimiser justement ce cycle de vente et améliorer les taux de conversion et gagner en productivité et performance. Donc, dans HubSpot, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser pour structurer ces processus-là? Ça va être notamment
les pipelines. Donc, on va pouvoir avoir un suivi précis des cycles de vente grâce à des pipelines personnalisés, qui vont prendre en compte vraiment des étapes clés dans le secteur du SaaS, typiquement les démos, les essais gratuits, les niveaux de licence freemium, premium, etc. Donc ça, on va pouvoir l'inclure et le suivre dans les cycles de vente SaaS, ce qui va être hyper important parce que, étant donné qu'on est sur des cycles de vente longs, on va vouloir savoir où est-ce qu'en est mon prospect dans son cycle d'achat. On va pouvoir aussi, dans HubSpot, automatiser des tâches. On va pouvoir faire de l'attribution automatique en fonction de critères spécifiques. Donc, tel commercial va pouvoir gérer telle typologie d'opportunité ou telle zone géographique, etc. On va pouvoir aussi envoyer des emails, créer des tâches, etc. Donc, tout ce qui est, en fait, tâches à faible valeur ajoutée, on va pouvoir l'optimiser pour que les utilisateurs gagnent en temps et n'aient pas à faire ça à la main. On va pouvoir aussi envoyer des notifications, envoyer des rappels. Quand, par exemple, on a des cycles de vente très longs, il peut y avoir des trous dans la raquette et on peut ne pas se rappeler d'une fin d'abonnement, de l'expiration d'un essai gratuit, etc. Donc, on va pouvoir automatiser tout ça et permettre aux sales de ne jamais manquer certaines étapes ou certaines relances clés dans le cycle d'achat. Et dernier outil qu'on va pouvoir utiliser aussi, ça va être tout ce qui est les séquences d'emails personnalisées. Ça rejoint un peu les workflows de nurturing dont on parlait juste avant, où là, par exemple, on va pouvoir faire des relances après une démo ou un essai gratuit pour justement maintenir l'engagement et pousser le contact, le prospect à l'achat. Donc voilà pour la partie plus structuration des ventes et business en avant-vente avant de passer vraiment à l'étape d'onboarding. Je te laisse la main, Sarah, sur cette partie. Merci beaucoup, Sarah. Donc oui, comme Sarah disait, elle a plutôt présenté la partie avant-vente et tunnel de vente. Là, on va passer donc à l'après-vente. Qu'est-ce qui se passe? Comment on va optimiser nos process sur HubSpot à partir du moment où le client a signé avec nous. Donc, je vais vous montrer ça. La première chose, ça va être la passation de l'équipe commerciale à l'équipe onboarding. L'objectif ici va être de faciliter et fluidifier la transmission d'infos entre les équipes dès la signature du client. C'est le moment où on va généralement perdre beaucoup de temps, beaucoup d'informations. Il va y avoir beaucoup de va-et-vient entre les équipes onboarding et commerciales. Parfois, on va faire répéter au client des informations qu'il a déjà données à l'équipe commerciale, qui crée des frictions et ne donne pas forcément une très bonne image de l'entreprise. Donc, ce qu'on recommande de faire sur HubSpot, c'est de mettre en place la création automatique d'un ticket d'onboarding dès la signature du contrat. Ça peut être un ticket d'onboarding, comme ça peut être un objet personnalisé onboarding que vous mettez en place. Ça dépend encore une fois comment votre compte est structuré. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ce ticket d'onboarding sur un pipeline un peu comme celui-ci, avec les différentes étapes. Donc, signature du contrat, nouveau client, onboarding en cours. Ça dépend encore une fois du produit, mais ça peut être kick-off réalisé ou inscription finalisée, utilisateur ajouté, pour suivre comment l'onboarding est en train d'évoluer. Lorsqu'on crée ce ticket, on va l'associer systématiquement à la transaction qui a été à l'origine de ce ticket. Le contrat est signé, donc mon deal, en gros, ma transaction est gagnée. Je l'associe à ce ticket d'onboarding, je l'associe à l'entreprise et à un ou plusieurs contacts qui sont concernés par cet onboarding. Comme ça, déjà, j'ai énormément de contexte dans ce premier ticket, rien qu'avec les associations du contact, de la transaction et de l'entreprise. Ça permet au CSM de naviguer rapidement entre ces objets associés et retrouver pas mal d'informations. On peut aussi bien sûr copier des propriétés, donc des champs de transactions vers le ticket d'onboarding pour qu'on sache déjà quel est le niveau d'abonnement, combien d'utilisateurs il y a, quelle est la période d'essai, etc. Donc, c'est très important comme information et ça réduit beaucoup le travail manuel de l'équipe d'onboarding. Bien sûr, ce ticket, on va pouvoir soit l'attribuer aléatoirement si tout le monde gère l'onboarding de façon égale dans votre entreprise, ou en fonction de critères spécifiques. Ça peut être le segment, le niveau d'abonnement, la langue, la localisation, la taille de l'entreprise. Enfin, tout ça, c'est juste des branches dans une automatisation, un workflow sur HubSpot. Donc, comme je disais, le ticket va évoluer. Il peut évoluer manuellement lorsque le CSM, donc le Customer Success Manager, le fait avancer d'une étape à l'autre. Ça peut être automatisé lorsque certaines réunions ou certains appels ont eu lieu,
ou aussi automatiser en fonction de ce que fait le client derrière. Donc, si HubSpot est connecté à votre outil, par exemple, le client a activé son compte, je peux très bien synchroniser cette information entre HubSpot et votre outil et faire en sorte que le ticket bouge d'étape et évolue à chaque fois qu'une action est réalisée. Et encore une fois, si cette synchronisation est mise en place, ce qui peut être très intéressant, c'est mettre en place des alertes pour relancer les utilisateurs inactifs ou ceux qui n'ont pas activé certains modules, n'ont pas activé leur compte ou n'utilisent pas tout le potentiel du compte, par exemple. Donc, on peut très bien envoyer des rappels en fonction de ça. Donc voilà, passation commercial onboarding, première étape à mettre en place, idéalement à automatiser pour faire gagner du temps au CSM et avoir tout le contexte dans un même objet sur HubSpot. Le deuxième point, ça va être le suivi et l'analyse du comportement du client en général de toute façon, mais surtout pendant l'onboarding. Ce qu'on veut ici, c'est suivre et analyser l'engagement du client pour identifier les points de friction, s'il y a des choses à optimiser, tant dans son parcours, l'utilisation de l'outil, etc. Donc, ce qu'on recommande, c'est de mettre en place un scoring pour suivre l'engagement du client. Ça, j'en parlerai un peu plus tard pour vous montrer comment c'est paramétré dans HubSpot. Intégrer, comme je disais tout à l'heure, HubSpot avec des outils, soit des outils d'analyse. On a mis ici en exemple Mixpanel ou Segment qui vont retransmettre l'information entre les deux outils ou directement connecter HubSpot à votre application, à votre outil pour remonter ces informations-là. Et je préfère vous montrer ça directement sur HubSpot. Donc, comment personnaliser une fiche d'entreprise pour afficher uniquement les informations qui vont intéresser vos CSM. Hop. Normalement, vous voyez bien mon écran. Sarah, tu me le confirmes? Yes, c'est tout bon. Parfait. Donc là, par exemple, on est sur une entreprise, sur HubSpot. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai personnalisé cette vue pour l'équipe CSM, Customer Success. Je ne veux pas que les commerciaux ou que l'équipe marketing tombent sur cette vue parce que les informations qui sont ici ne vont pas les intéresser. Donc, c'est uniquement personnalisé au CSM et j'affiche les informations qui m'intéressent. Donc là, c'est le score dont je vous ai parlé tout à l'heure et dont je parlerai un peu plus tard. À droite, j'ai mes associations classiques. C'est plutôt le milieu, le centre qui va m'intéresser. Donc là, par exemple, j'ai la partie product usage. Donc, ça dépend encore une fois de votre outil, mais ça représente juste à quel point le client est en train d'utiliser l'outil. Donc, la dernière date à laquelle il s'est connecté, le score qu'il m'a donné. On peut avoir aussi des informations de facturation, de contrat. Donc, combien d'ARR, de revenus récurrents mensuels, il me génère, sa première date de facturation, la date de fin de contrat, son plan, est-ce qu'il est en premium, etc. Donc, tout ça, c'est des infos très importantes pour le CSM et on va lui permettre de les retrouver très rapidement. Ça va être de la data soit synchronisée avec HubSpot, soit qu'on met à jour directement sur HubSpot, mais aussi des infos d'activité. Le CSM peut avoir des appels, hebdomadaires, mensuels avec le client. Donc, il a besoin en un clin d'œil d'avoir un maximum de contexte. Donc là, il a un rapport d'activité, les différents échanges qu'il y a eu, soit sortant ou entrant, entre votre entreprise et votre client, un résumé des derniers appels, bien sûr. Ici, c'est regroupé. Donc, on a les échanges commerciaux, enfin les échanges avec les autres services, ainsi que les échanges avec le CSM pour avoir un petit résumé, les activités à venir s'il y en a, un résumé de l'entreprise, l'historique des produits. Donc là, ça donne vraiment beaucoup de contexte au CSM. C'est personnalisable. C'est assez personnalisable. On peut ajouter des rapports dans cette vue pour donner un maximum de contexte, encore une fois, au CSM. Et bien sûr, s'il veut aller un peu plus loin, il a ici de toute façon toutes les activités classées par ordre chronologique. Donc voilà, assez important de personnaliser les informations et d'éviter des clics inutiles au CSM, d'aller chercher un peu partout. On veut lui faire gagner du temps et surtout, aujourd'hui, j'ai envie de dire, la quasi-totalité de nos clients SaaS ont connecté HubSpot à leurs outils ou avec des middleware pour avoir le product usage data parce que vraiment, pour les équipes, soit que ce soit Customer Success ou Customer Support, c'est très, très important comme information à exploiter au quotidien avec les clients. Je me remets sur la présentation.
Hop. Donc, c'est ce que je vous disais, enfin, ce que je vous montrais, à l'oral et juste ici dans la présentation si vous souhaitez repasser dessus. Hop. On va aussi vouloir encourager la montée en compétences et l'activation produit. Bien sûr, si on veut que nos clients, utilisent notre outil, il faut qu'ils sachent l'utiliser, qu'ils apprennent, à l'utiliser. Donc, ce qu'on vous conseille de faire, c'est des campagnes d'emailing éducatives pour guider les utilisateurs, leur montrer certaines fonctionnalités avancées. On peut aussi organiser des webinaires, des tutoriels, intégrés aux emails pour, aider l'adoption. On peut faire des sessions d'écoute où on va juste, inviter nos clients à partager du feedback pour, nous remonter, leurs problématiques, ce qu'ils aimeraient qu'on mette en place comme, fonctionnalité et aussi prévoir des relances automatisées pour inciter à tester certaines fonctionnalités clés, notamment à nos clients, premium, ceux qui payent le plus cher, qui payent des fonctionnalités spécifiques et donc qu'on voit dans la Product Usage Data qu'ils n'utilisent pas telle ou telle brique. Donc, on va vouloir les mettre en avant justement pour que notre client ne dégrade pas son plan et qu'il continue d'utiliser notre outil de la meilleure façon possible. Hop, je change de slide. C'est fini pour cette première partie d'onboarding. On va passer maintenant à la réduction du churn et le renforcement de l'engagement pour une satisfaction client maximale. Ça suit un peu ce que je disais un peu plus tôt. Donc, on conseille sur le long terme de mettre en place un score de santé, des rapports personnalisés pour identifier les clients à risque, anticiper le churn, l'attrition et permettre aux équipes Customer Success d'intervenir proactivement. Donc, ce scoring va identifier donc, les clients à risque. On peut mettre plein de critères à l'intérieur. Un faible usage de l'outil, absence de connexion depuis tant de jours, un score négatif qui nous aurait donné dans nos enquêtes de satisfaction. Et on peut envoyer des notifications au CSM quand un client a atteint un seuil critique. Je vois que j'ai un peu le temps, donc je vais vous montrer ça aussi dans HubSpot. Je repartage mon écran. Hop, hop et hop. Donc là, par exemple, sur cette entreprise, je vois que j'ai un très bon score de 100%, mais si je vais sur celle-ci, je vois que j'ai un score à risque et on ne va pas se contenter de ce niveau d'information. On peut voir l'historique du score de cette entreprise. Donc, je vois qu'en janvier, elle était à 65, elle est passée à 35 en février et là, j'ai du contexte. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'elle avait ce score en janvier et pourquoi ça a baissé? Donc là, je vois que le client ne s'est pas connecté depuis plus de X jours. Je pense que c'est paramétré ici à 21 jours. Donc, il a perdu 40 points. Et après, il en a regagné 10 parce qu'il m'a donné une bonne note, par exemple, sur une enquête de satisfaction. Ce scoring, je peux l'implémenter comme je vous montre juste ici. C'est un peu comme le score de contact que vous montrez, Sarah, un peu plus tôt. Donc, ça peut être de la donnée démographique où je score des propriétés comme de la donnée comportementale. Donc, j'ai échangé avec le client dans les 30 derniers jours. Je peux soustraire ou ajouter des points. On a fait tel ou tel type d'appel. Il a tant de tickets de support associés. Enfin, il m'a donné tel ou tel score dans mes enquêtes de satisfaction. J'ai un bon NPS avec lui. Il s'est connecté pour la dernière fois il y a moins de 30 jours, plus 30 jours et tout ça. Enfin, je peux avoir énormément d'informations, énormément de scores. Et tout ça va représenter un score final que je vais donner au client, enfin, qui va s'attribuer au client. On peut ne pas noter toute la base de données. On peut juste choisir un type d'entreprise, un échantillon, voir comment les scores sont attribués et bien sûr ajuster les scores à l'avenir pour l'appliquer à tous vos clients. Donc, c'est un très bon outil à mettre en place. Pareil, ça s'est mis à jour. Enfin, c'était lancé en fin 2024 et c'est très intéressant à mettre en place. Ça envoie de bons signaux au CSM et je vais vous montrer tout à l'heure aussi dans le CSM Workspace qui sont aussi notifiés nativement dans l'outil pour voir lorsque certaines entreprises ont beaucoup chuté en score. Je vous rebascule sur la présentation. Donc, encore une fois, tout ce que je montrais est juste ici. Je vous ai mis des petites captures d'écran de l'évolution des scores et de son setup. Une autre chose qu'on recommande vivement, c'est le centre d'aide et la base de connaissances à mettre en place sur HubSpot. Donc, l'objectif ici, c'est de fluidifier le support avec le client, avoir un suivi centralisé
et automatiser les demandes et les ressources en self-service. Donc, ce qu'on va recommander, c'est mettre en place Helpdesk. Donc, Helpdesk, c'est le nouvel espace de support sur HubSpot. Avant, on travaillait beaucoup avec les inbox, les pipelines de tickets, il fallait faire pas mal de clics. Aujourd'hui, ils ont mis en place cet outil qui est très, très intéressant. On a plusieurs vues filtrées. On peut personnaliser nos colonnes pour afficher exactement les informations qui nous intéressent. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que tout est instantané. On peut connecter HubSpot à vos sources de création tickets. Donc, ça peut être des formulaires, des appels téléphoniques, connecter Messenger, WhatsApp, votre adresse mail, enfin, toutes vos sources de création tickets. Et tout ça va se créer sur HubSpot en temps réel. On le voit juste ici. Je ne sais pas si c'est trop petit pour vous, mais on va voir ici les sources, donc les canaux de création. Et encore une fois, ici, on va pouvoir automatiser l'attribution des tickets selon la disponibilité de nos agents, selon leurs compétences, les langues qu'ils parlent, la catégorie de tickets, pour que les bons tickets soient attribués aux bonnes personnes au bon moment et qu'on ne perde pas de temps dans la réattribution manuelle de tickets, que les choses se résolvent assez rapidement. On conseille en parallèle du helpdesk de mettre en place une base de connaissances pour répondre aux questions fréquentes, donc permettre aux clients de trouver ses réponses tout seul et aussi mettre en place un chatbot pour répondre aux questions. Il y a plusieurs types de chats que vous pouvez mettre en place sur HubSpot. Soit un chat qui, en fonction de la question posée, va recommander des articles de base de connaissances, ou un chatbot basé sur l'IA qui va en plus qui va répondre comme si un humain répondait à la question. Il puise les informations dans la base de connaissances, mais il n'envoie pas juste un lien. Il répond vraiment comme un agent répondrait à un client. Et s'il n'a pas de réponse ou que le client souhaite quand même parler au support technique, là, il escalade en gros la demande au support technique. Aujourd'hui, plus de 30% des demandes sur les chats ou dans les tickets sont des questions récurrentes et on vous conseille vraiment de prendre le temps de rédiger ça, de mettre en place une base de connaissances pour répondre à ces questions-là. J'ai une question de Jérôme qui dit: est-ce qu'il est possible de gérer et faire le suivi des connexions de plusieurs utilisateurs chez un seul client? Oui, carrément, Jérôme. Donc, tu peux avoir déjà l'information au niveau de chaque contact et la concaténer au niveau de l'entreprise. Donc, déjà, avoir l'info qui remonte au niveau des contacts, avoir un tableau sur l'entreprise pour voir à quel moment chacun s'est connecté. Et derrière, tu peux mettre en place des automatisations sur HubSpot pour dire je veux avoir la date du contact qui s'est connecté le plus récemment au niveau de l'entreprise. Comme ça te donne quand même une information granulaire au niveau du contact et des contacts et une information plus macro au niveau de l'entreprise. J'ai une autre question concernant la base de connaissances. On me demande si c'est possible, je t'en prie Jérôme, si c'est possible d'avoir une base de connaissances interne. Donc là, j'imagine que vous voulez avoir une base de connaissances externe et interne. Oui, c'est possible, mais il faut avoir le Hub Service Enterprise. En gros, le Hub Enterprise vous permet d'avoir normalement jusqu'à 10 bases de connaissances et Service Hub Pro vous permet d'en avoir une. Donc, si vous n'en avez qu'une seule, privilégiez l'externe. Et si vous avez le Hub Service Enterprise, vous pouvez très bien avoir une interne et une externe. Je vais enchaîner avec le suivi de la satisfaction client. Donc, l'objectif ici va être de suivre la satisfaction en temps réel et automatiser les actions correctives pour réduire le churn, encore une fois. Ce qu'on va mettre en place sur HubSpot, c'est l'automatisation de l'envoi d'enquêtes après des interactions spécifiques. Donc, soit à la fin de l'onboarding, à la clôture d'un ticket de support. J'imagine que lorsque vous créez des tickets, que ce soit auprès d'HubSpot ou d'autres plateformes, vous recevez à la fin, après la résolution, une enquête de satisfaction. Lorsque vous achetez un produit en ligne, à la suite d'un renouvellement, etc. Donc, tout ça, ce sont des choses qu'on va pouvoir automatiser sur HubSpot. On peut mettre en place plusieurs types d'enquêtes. On peut avoir du NPS, du CSAT ou des enquêtes personnalisées où on va pouvoir mixer plein de questions. Comme vous le voyez ici, j'ai des étoiles, du drop-down, enfin plein de questions différentes. On va analyser les résultats des réponses et segmenter les clients
en promoteur, passif, détracteur. On peut pousser la chose un peu plus. Par exemple, si j'ai une entreprise où j'ai plein de promoteurs, des gens qui me donnent des 9 et des 10, je vais pousser la chose, leur demander s'ils veulent faire des use cases avec moi, des cas clients, faire des recommandations pour d'autres clients, etc. Si j'ai des détracteurs, des personnes qui me laissent 6 ou moins, je vais alerter le CSM en charge du compte, bien sûr, et je vais automatiquement envoyer un email pour prendre rendez-vous avec le CSM et tenter de résoudre la situation. Donc, on peut automatiser les choses après la réponse à ces enquêtes de satisfaction. Pareil, elles sont accessibles avec le hub service sur HubSpot. Dernière chose sur cette partie, c'est le CSM Workspace, le centre d'accompagnement client en français, qui va nous permettre de piloter l'engagement client en un coup d'œil. Ici, on veut optimiser le suivi et l'engagement du client, centraliser les actions du CSM en gros. Je vous ai mis quelques screenshots et la description en slide et je vais vous montrer cet espace sur HubSpot directement. Je reprends mon petit partage d'écran. Et je vais vous montrer ça juste ici. Donc, les espaces de travail sur HubSpot, vous allez toujours les retrouver là dans cette section de la navigation. Donc, espace de travail, un espace de vente, 2 centres de support et l'accompagnement client qui est le CSM Workspace. Donc, j'arrive ici. Je recontextualise déjà. Historiquement, il n'y avait pas vraiment d'espace de travail sur HubSpot, encore moins pour les CSM. Les CSM devaient naviguer entre les vues filtrées d'entreprise, de contacts, les pipelines de tickets, s'ils géraient l'onboarding, mais aussi des pipelines de deals, de transactions, s'ils devaient gérer les renouvellements, par exemple. Donc, ça faisait beaucoup de clics, beaucoup de recherches, créer des rapports, etc., pour gérer leur portefeuille client. Pour remédier à ça, donc HubSpot a créé l'espace d'accompagnement client que je vais vous présenter. Donc, on voit ici une overview de mes tâches, donc celles que j'ai à faire, si j'ai des emails, des appels, etc. à passer, et je peux filtrer entre celles que je dois faire aujourd'hui et celles qui sont en retard. Là, j'ai mes alertes. Donc, je vous présentais tout à l'heure le scoring. Et là, dans mon espace d'accompagnement client, HubSpot me remonte les alertes. Donc, telle ou telle entreprise a vu son score baisser de temps à temps. Donc, ça me permet encore une fois de prendre contact avec le client si je n'ai pas, par exemple, mis en place des notifications. Je peux réduire cette fenêtre. Je peux la déplacer aussi si ce n'est pas quelque chose que je veux avoir en arrivant sur le workspace. Ici, j'ai des vues, certaines par défaut, d'autres personnalisées. Donc là, par exemple, je peux voir toutes mes entreprises, celles qui renouvellent dans les 90 prochains jours, celles qui m'ont été récemment attribuées, celles qui ont un haut risque de churn, d'attrition, et par exemple, mes possibilités d'upgrade. Là, je vais revoir mes tâches, donc celles que je dois faire aujourd'hui en retard, celles que je dois faire demain. Encore une fois, je peux réduire et déplacer les choses. Et ce qui est très intéressant, c'est que même ici, je peux avoir du reporting. Donc, avoir les rapports de mon portefeuille. Là, je vois par exemple combien me rapporte chaque niveau d'abonnement en ARR, donc combien je génère mensuellement. Des informations sur les plans de mes clients, les informations de risque de churn de mon portefeuille. Et je peux avoir ici plusieurs rapports qui vont se suivre. Je peux avoir une petite description. Il y a un petit résumé de mon rapport. Juste là, j'ai mon calendrier pour voir mes différents appels, les relances que je dois faire, etc. Donc là, c'est la première fenêtre. La deuxième, je vais switcher sur mon portefeuille. Et donc là, j'ai tout mon portefeuille client, mes vues par défaut, mes vues filtrées, d'autres vues privées que j'ai créées. Donc, je veux voir uniquement mes clients premium, uniquement mes clients advanced, ceux qui ont un risque de churn, ceux qui ne se sont pas connectés depuis trop longtemps, ceux avec qui je n'ai pas échangé. Enfin, autant de vues privées que je souhaite. Et je peux bien sûr ici personnaliser les colonnes comme pour toutes les vues, pour afficher uniquement ce qui m'intéresse, et je peux mettre à jour les choses directement ici sans aller sur l'entreprise. Donc là, je mets à jour les informations, ça se met à jour automatiquement et je fais en sorte de tenir mon portefeuille toujours à jour. Je switch vers les pipelines et donc là, c'est très intéressant encore une fois
pour les CSM d'avoir ici une vue centralisée. Donc, ils peuvent switcher entre tous les objets. Là, par exemple, j'ai mon pipeline de tickets pour voir, par exemple, mon pipeline d'onboarding juste ici, voir comment c'est en train d'évoluer mes tickets. Mais si je gère aussi, par exemple, le renouvellement, l'upsell, le cross-sell, je peux directement switcher, aller vers un pipeline de transactions et voir comment sont en train d'évoluer mes transactions. Je viens ici voir mes tâches. Donc, encore une fois, j'ai plusieurs vues filtrées. Je peux aussi me créer des vues personnalisées de tâches par catégorie, etc. Juste ici, me créer de nouvelles tâches. Avoir accès à mon calendrier que j'ai synchronisé avec HubSpot pour voir mes réunions, les prochains appels que je dois faire, programmer de nouvelles réunions, etc. Et juste ici, je finis avec le flux de clients. Donc, je veux voir, par exemple, ce que sont en train de faire mes contacts dans le CRM. Donc, je vois, par exemple, que telle personne a visité telle page, a soumis tel formulaire, a cliqué sur tel email, etc. Et tout ça peut me donner pas mal de contexte pour mes prochaines prises de contact. Je peux filtrer par les types d'activités ou chercher directement ici les activités ou les personnes qui m'intéressent. Je vous conseille vivement, si vous avez le Hub Service, à paramétrer votre espace d'accompagnement client. Je vous parlais d'entreprise, mais vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel objet. Donc, des objets personnalisés, par exemple, si vous avez un objet onboarding ou service ou ce que vous souhaitez, vous pouvez paramétrer tout l'espace de tout le CSM Workspace sur l'objet que vous souhaitez et sur les propriétés que vous souhaitez. Et là, je voyais les choses en tant que propriétaire d'entreprise, mais si vous voulez le personnaliser sur un propriétaire d'onboarding ou un CSM propriétaire, vous pouvez bien sûr paramétrer tout ça. Je regarde s'il y a des questions concernant le CSM Workspace. Il n'y a pas l'air d'en avoir. Je vous remets sur la présentation juste ici. Donc, je vous ai remis des petites captures d'écran ici et ce à quoi sert le CSM Workspace. N'hésitez pas, encore une fois, à le mettre en place. Et j'ai assez parlé. Je vais redonner la main à Sarah pour... Oui, donc du coup, pour finir sur la partie HubSpot et sur les outils que vous allez pouvoir utiliser, donc HubSpot va vous offrir des outils d'analytics assez puissants pour justement surveiller certains indicateurs, que ce soit des indicateurs sales ou que ce soit des indicateurs de customer service et du coup, en fonction, ajuster votre stratégie en continu, pardon. Donc, première typologie de tableau de bord qu'on va pouvoir avoir, ça va être des tableaux de bord pour suivre un peu la croissance de manière macro. Donc, on va vouloir ici piloter, par exemple, la performance globale. Donc, on va pouvoir avoir les contacts par phase de cycle de vie, le chiffre d'affaires généré, le nombre d'opportunités par phase de vente. On va pouvoir aussi suivre avec HubSpot tout ce qui est les revenus récurrents, donc l'ARR, le MRR, qui sont en fait des KPI qui sont très suivis dans le secteur du SaaS. Donc, ça, on va pouvoir le suivre dans HubSpot. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'on va pouvoir suivre aussi, c'est tout ce qui est les points de friction qui ralentissent justement la conversion. Donc, on est sur des cycles d'achat assez longs, mais on va vouloir savoir à quel moment le taux de conversion en fait est le plus faible, que ce soit sur les phases du cycle de vie, que ce soit sur les différents pipelines, à quelle étape on a en fait le prospect qui flanche et donc du coup la transaction qui échoue. On va pouvoir aussi suivre le churn et favoriser la réactivation. Sarah en parlait avec tout ce qui est les enquêtes de satisfaction NPS, les CSAT, etc. et tout ce qui est taux de churn. Donc, tout ça, on va pouvoir le suivre dans HubSpot d'un point de vue macro pour justement aller derrière, piloter la croissance et la performance et mettre en place des actions correctives en fonction des résultats qu'on obtient. Deuxième typologie de dashboard qu'on va pouvoir mettre en place, ça va être des dashboards plus opérationnels où là, on va vouloir plus suivre la productivité des équipes, donc mesurer leur efficacité, leur performance. Donc là, on va être un peu plus dans le micro et un peu plus dans l'opérationnel. On va pouvoir mesurer l'efficacité des équipes commerciales, par exemple, donc le nombre d'opportunités qui sont générées par commercial, le chiffre d'affaires généré par rapport à leurs objectifs, mais aussi, par exemple, d'un point de vue encore plus micro, le nombre de rendez-vous de démos qu'ils ont eu, par exemple, le nombre d'appels, le nombre d'emails. Donc, on va pouvoir vraiment suivre les actions, les activités qu'ont et qu'effectuent les commerciaux pour pouvoir un petit peu mettre ça en face du chiffre d'affaires généré et aller dire, OK,
tu génères beaucoup ou tu génères moins, mais ça s'explique peut-être aussi par les activités qui sont effectuées. Donc ça, c'est pour la partie commerciale et pour la partie plus customer service onboarding, on va pouvoir aussi aller mesurer tout ce qui est le nombre de tickets par agent, le volume de tickets par agent, le temps moyen de réponse, à un ticket, le temps moyen de traitement d'un ticket. Donc tout ça aussi, on va pouvoir par agent, aller, mesurer l'efficacité de la productivité des équipes. Donc je vous ai mis, enfin sur le précédent, j'en ai pas trop parlé, mais on avait aussi des screenshots et je vous ai mis également, des screenshots pardon, d'exemples, je ne sais pas si on voit bien, de rapports qu'on peut aller construire, dans HubSpot, que ce soit d'un point de vue commercial ou que ce soit d'un point de vue, customer service. Donc ça, c'est des exemples de KPI qu'on va pouvoir suivre dans HubSpot. C'est une première idée, mais bien évidemment, on va pouvoir aller personnaliser les rapports et les tableaux de bord en fonction, du secteur d'activité, en fonction des besoins, en fonction des données qu'on va collecter aussi. Donc ça refait aussi toujours le lien avec la base de données qualifiée et activable. En fonction des données qu'on va collecter dans HubSpot, on va pouvoir plus ou moins reporter sur certaines informations. Donc, on vous a mis quelques exemples de clients SaaS qu'on a accompagnés, chez Markentive, que ce soit sur des briques sales et marketing, mais aussi sur des briques, service client. Le premier client qu'on vous a remis, c'est Weda. Bon, ça tombe bien, c'est le client, actuel de Sarah, que c'est un logiciel médical en ligne. Je ne sais pas, Sarah, si tu veux pitcher un tout petit peu, ce que vous avez pu faire, pour Weda? Oui, je reprends, le micro. Donc, en effet, logiciel médical en ligne, on a mis en place Weda pour, toutes les équipes, donc marketing, sales, onboarding, service client. Enfin, il y a énormément d'équipes administratives aussi qui ont pris la main sur HubSpot et pour lesquelles on a mis en place, l'ensemble, des choses qu'on vous a présentées aujourd'hui, et un peu plus. On devra sortir un cas pratique dans les prochaines semaines. Donc, restez connectés, il sera disponible en téléchargement pour voir comment, on a restructuré en gros les process et les outils d'une PME. Yes, et on a aussi un autre client, par exemple, qui s'appelle Place de la formation, qui est un logiciel de gestion de la formation aussi qu'on a accompagné sur HubSpot, sur les différentes briques, marketing, sales et services et pour lequel aussi on a restructuré pardon, les process et mis en place de nouveaux outils justement pour, booster un peu plus leur croissance et leur performance et favoriser tout ce qui était, rétention client. Donc voilà, on a pas mal de cas clients sur notre site internet, dans le domaine, du SaaS, mais aussi sur des projets services clients. On vous a remis différents clients, différentes structures qu'on a pu accompagner, dans ces domaines-là sur HubSpot. Donc vous reconnaîtrez, certains de ces logos, d'autres pas. Mais voilà, on accompagne toutes sortes de structures, des clients plus ou moins gros, avec des effectifs plus ou moins gros que ce soit en France ou à l'international et sur des projets plus ou moins conséquents. On arrive à la fin de ce webinaire. On vous a mis quelques ressources pour aller plus loin, donc des contenus qui pourraient vous intéresser, si vous avez par exemple un projet de service client à mettre en place et que vous êtes encore, heu, dans l'hésitation de quel outil, utiliser, quelles étapes, entreprendre et cetera. Donc on vous a mis en ressources un cahier des charges pour un projet de service client que vous pourrez retrouver aussi sur notre site internet. Donc vous pourrez avoir, le lien pour télécharger cet outil-là, cette ressource-là, pardon. On vous a remis aussi les liens vers notre offre, parce que comme je vous le disais, on accompagne des clients, que ce soit sur le marketing, sur le sales ou sur le service client. Et on vous a remis aussi le replay d'un webinar que Sarah avait animé il y a quelques mois sur la partie Sales Ops, parce que qui dit Customer Service et Service Ops dit aussi toute la partie avant-vente. Donc voilà, comment maximiser l'efficacité commerciale avec des petits tips and tricks dans ce webinaire et les outils HubSpot pour justement aller plus loin dans la stratégie Sales Ops. Je ne sais pas si vous avez des questions suite à tout ce qu'on vient de se dire et les différentes démos et slides. En tout cas, n'hésitez pas dans le chat. Si c'est le cas, on y répondra avec plaisir. Et si vous n'avez pas de questions tout de suite, mais que vous avez des questions plus tard, vous pouvez aussi nous contacter directement ou contacter Markentive pour qu'on réponde à vos différentes questions. Je ne sais pas, Sarah, si tu voulais ajouter quelque chose.
C'est tout pour moi. Je vois qu'on a juste une autre question que j'ai zappée pendant ma présentation, qui demande s'il faut le hub service pour les tickets d'onboarding. Alors, si vous n'avez pas le hub service, vous avez un pipeline de ticketing, un seul pipeline, sur lequel vous ne pouvez malheureusement pas faire d'automatisation. Donc, vous pouvez créer manuellement, si vous le souhaitez, les tickets d'onboarding, mais pas les créer automatiquement, les associer aux entreprises, aux transactions, etc. Donc, ça perd un peu l'intérêt de créer le ticket d'onboarding automatiquement, d'automatiser sa création, je me répète, de l'associer aux différents objets, d'avoir beaucoup de contexte. Mais ne serait-ce que pour le suivi des étapes du pipeline, ça peut être intéressant de le créer manuellement. Donc voilà, un pipeline sans hub service non automatisable. Et sinon, avec le hub service, vous pouvez avoir en Pro 10, en Enterprise 25, pipeline que vous pouvez automatiser, attribuer automatiquement à plusieurs, à différents CSM, etc. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Merci beaucoup, Jérôme. Et si vous avez d'autres questions, comme disait Sarah, vous pouvez nous contacter sur LinkedIn. On a mis nos comptes au tout début ou contacter directement Markentive. Merci beaucoup à Merci à tous. tous. Bonne journée. Au revoir.